Bonjour et bienvenue sur le fauteuil rose. Aujourd'hui, on accueille Erika Fortin. Elle a vécu l'horreur avec sa mère et sa petite sœur. Elle a été violée et séquestrée par son beau-père pendant 6 ans. Cet homme qu'elle a connu à 11 ans était en réalité pas celui qu'elle imaginait. Une histoire digne d'un film et pourtant si réelle. Erika a d'ailleurs été interviewée à plusieurs reprises par Faustine Bollard ainsi que Puriel et le Dauphiné. Pour guérir, Erika a décidé d'écrire un livre, Le beau-père parfaitement psychopathe. Erika, bonjour et bienvenue à toi. Avant toute chose, Erika, je me sens obligée de te demander comment tu vas. Bonjour, merci. Je vais bien, je vais mieux. En tout cas, il y a des phases un peu plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est mieux qu'avant déjà. Alors, j'ai fait un peu ta présentation. J'ai raconté un petit peu dans les grandes lignes ton parcours. Est-ce que tu peux revenir dessus? Je sais que ça ne doit pas être facile, surtout, donc comme je l'ai dit en intro, tu as déjà été interviewé à ce sujet-là. Je pense que ça peut sûrement raviver des souvenirs que tu n'as pas envie, mais c'est pour que les auditeurs comprennent un petit peu qui tu es et ce que tu as vécu. Alors du coup, mes parents sont séparés, j'avais 11 ans. Ma mère a rencontré un an après la personne qui deviendra mon beau-père et mon bourreau. Au début, ça se passait très bien. Il est vite venu vivre chez nous. Et ensuite, il y a eu des lettres de menaces le concernant lui, où il se faisait insulter. Ma mère, elle pensait que c'était mon père, du coup, qui était jaloux qu'elle refasse sa vie et qui voulait faire peur à mon beau-père pour qu'il parte. Les lettres sont Euh, arrivées combien de temps après qu'il soit arrivé dans ta famille, cet homme? alors, par contre, j'ai pas du tout la notion du temps. Oui. J'ai un problème avec le temps, mais je pense quelques mois, un an, je sais pas exactement. Et du coup, bah, les lettres, c'est vrai qu'elles devenaient quotidiennes. Ensuite, nos voitures étaient saccagées, souvent. Et donc, du coup, on a décidé de déménager dans la ville d'à côté pour que ça cesse, pour savoir si c'était quelqu'un qui nous en voulait ou si c'était bien notre père qui faisait ça. Étant donné qu'il allait avoir la nouvelle adresse, donc si ça continuait, pour nous, c'était notre père qui continuait. Et en fait, bah, ça a continué. Il y a eu un enlèvement, il y a eu une séquestration, il y a eu pas mal de choses, dont un enlèvement dans un bois où là, il y a la police, l'hélicoptère qui s'est déplacé quand même pour essayer de le retrouver. euh, Parce qu'il était soi-disant pris en otage par des hommes de main que mon père lui avait envoyés pour lui faire peur. Et en fait, bah, la police l'a retrouvé 7 heures après, tout seul, sans blessure, sans rien. Il a avoué être l'auteur des lettres, être l'auteur de cette machination. Donc ma mère, elle l'a quitté tout de suite et pendant plus d'une semaine, il l'a harcelé d'appels. Et au bout d'un moment, ma mère a craqué et a accepté de lui parler. Et lui, il lui a dit qu'il n'avait pas eu le choix que de se dénoncer pour nous protéger, parce que les gars qui l'avaient attaqué lui avaient dit si tu te dénonces pas, on s'en prend à ta famille. Et étant donné qu'on était toutes seules, du coup, bah, lui, il a eu peur et il s'est dénoncé. Eh ben dis donc, effectivement, en intro, j'ai dit que c'est une histoire qui pourrait être digne d'un film. C'est vrai, et pourtant, c'est tellement réel. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, donc, parce que je t'ai posé la question, tu sais, combien de temps après les lettres ont commencé? Tu m'as répondu que tu n'avais pas la notion du temps. Je vais juste clarifier ça pour les auditeurs qui nous écoutent. Tu étais jeune, donc automatiquement, tu pouvais pas avoir la notion, et puis surtout, tu ne t'occupais pas de la vie de ta mère et de ton beau-père Non, à cette pas du époque-là. tout. Donc c'est vraiment À pour 11 remettre ans, ouais. de l'ordre dans ma question. Après, donc ton beau-père, en fait, c'est de l'imagination qui s'est lui-même créé, parce que le but, si tu veux, c'est que les gens, en fait, comprennent aussi, donc ton histoire, bien entendu, pourquoi tu as écrit un livre, comme on l'a dit en intro. Moi, ce que j'aimerais vraiment te demander, comment t'as réussi à surmonter tout ça, parce que tu étais tellement jeune, ça doit être vraiment compliqué pour toi. Alors, bah, du coup, pendant quelques années, j'avais pas eu le besoin d'en parler, donc j'ai tout enfoui, jusqu'au jour où j'ai accouché de mon premier enfant, où là, bah, plein de choses sont remontées parce que bah, tout ce qui est enfui remonte au bout d'un moment. Et là, j'ai pris conscience, malheureusement, qu'il aurait fallu que je sois suivie avant, que j'aurais dû en parler avant. Donc, du coup, j'ai fait ça en parallèle d'apprendre à être maman, finalement. Donc là, je me suis faite suivre, etc. Comment dire, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. Après, j'ai eu mon deuxième enfant, donc c'est pareil, il y a des choses qui sont remontées parce que encore aujourd'hui, j'ai des trous noirs sur certains passages. Donc il y a de temps en temps, j'ai quelques flashs qui reviennent comme ça. Mais après, je veux pas du tout mettre la responsabilité sur mes enfants parce qu'ils n'ont pas apporté ça.
Mais intérieurement, c'est mes enfants qui me portent et qui me sauvent la vie tous les jours. Tu m'as donné la chair de poule. Je pourrais honnêtement avoir la larme qui coule, mais moi qui suis hypersensible, honnêtement, c'est beau ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que souvent, on se rend pas compte, et les enfants encore moins, et c'est eux qui nous sauvent la vie finalement. Ouais. Ouais. Et Mais je veux pas qu'ils soient au courant de ça parce que c'est pas à eux d'avoir ce poids à se dire bon bah faut qu'on aide maman aujourd'hui. Non, moi je veux pas de ça. C'est juste ma pensée intérieure et c'est tout. c'est ça, et je trouve que c'est un très bon raisonnement que tu as, et surtout que, effectivement, c'est pas à eux de porter ce poids-là, mais en tout cas, toi, tu sais au fond de toi que tes enfants sont ta force, et ils t'ont permis aussi de remettre des émotions qui étaient enfouies en toi, parce que on a vraiment cette tendance, tu sais, à garder trop de choses enfouies au fond de nous. Donc les enfants, finalement, même si ça a ravivé des souvenirs que tu voulais plus, je trouve que d'un côté, c'est bien qu'ils soient ressortis maintenant et que tu aies pu mettre des mots sur des mots M-A-U-X. Ouais, tout à fait, oui. Et je voulais revenir vers toi, du coup, pour que quand même les auditeurs savent un petit peu. Tu as été donc violée et séquestrée par ton beau-père. Donc, bien sûr, parce que là, on a fait un petit peu tu nous as raconté ton histoire un peu dans les grandes lignes. Mais du coup, la séquestration, on va commencer par la séquestration parce qu'elle est avant le viol. Bien sûr. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi cette histoire de séquestration? Alors, bien évidemment, ça vient pas du jour au lendemain. C'est déjà une prison psychologique au fil des années qui passent. On commence à moins sortir parce que sortir, ça devient dangereux. Donc, il faut sortir toujours avec lui, jamais seul. Ensuite, faut surtout pas en parler parce que ça pourrait être pire après. Et puis nous, il nous disait aussi, je veux pas que vous en parlez à votre père, qui est censé être le bourreau de nous tous, parce que si vous lui en parlez, ça va me retomber dessus, je vais être encore plus en danger. Donc, il jouait beaucoup sur sa sécurité à lui, qui était importante pour nous. Donc, du coup, c'est toute une emprise déjà qui s'installe. Et ensuite, la séquestration en elle-même, moi, je sais que j'ai été déscolarisée à 15 ans parce que je l'ai demandé, parce que j'étais harcelée à l'école. Mais aussi, je pense que ça a arrangé que je n'y aille plus parce que j'arrivais à un âge aussi, j'avais 15 ans à ce moment-là, où je pouvais commencer à parler et à raconter ce qui se passait un peu à la maison. Et donc, je pense que par sécurité, ça, ça lui allait aussi. Et ensuite, suite à ça, on a décidé de déménager en Haute-Savoie, de partir en pleine nuit sans prévenir personne pour que tout cesse parce que c'était devenu invivable. Euh, on parlait plus à personne, on voyait plus personne, on sortait plus. C'était devenu trop oppressant. Donc du coup, on arrive en Haute-Savoie dans un studio comme pied à terre. Et du coup, bah là, on est seul au monde parce que la station de ski est fermée. On est tout seul, on n'a pas de contact, on connaît personne ici. Donc finalement, c'est très bien pour lui. Et, euh, et donc pareil, il nous explique que là, il y a également du danger, que mon père a envoyé d'autres hommes de main. Et du coup, on commence à aller dormir dans la salle de bain. C'était toujours pour notre sécurité, donc c'est vrai qu'on y allait, il nous forçait pas à y aller, mais on y allait de nous-mêmes parce qu'on voulait être en sécurité, évidemment. Avec tout ce que tu nous dis, en fait, déjà, un, il vous a coupé du monde, et de deux, il Ouais. vous a rendu parano. En fait, vous devez Oui, être tout tout à le fait. temps en hypervigilance, donc ça devait être horrible. Ben, en fait, je voudrais juste rebondir sur un point que j'ai pas précisé, mais qui est quand même important, c'est que avant qu'on déménage en Haute-Savoie, lui, il avait rencontré deux hommes qui étaient des hommes de main que mon père lui avait envoyés, et au final, il a réussi à faire allier avec eux, l'Américain et le Balafré, deux personnages qui vont nous suivre jusqu'au bout finalement. Ils vont assurer notre sécurité si on sort, ils vont toujours être derrière nous au cas où il y a quelque chose prêt à intervenir. Ils vont venir chez nous pour nous parler, donc à travers une porte ou avec un bandeau sur les yeux, puisque nous, on n'a pas le droit de les voir. Et du coup, ces deux hommes-là vont nous suivre jusqu'en Haute-Savoie et ils vont communiquer avec nous pour nous signaler si se passe quelque chose. Parce que dans les autres interviews que tu as faites, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, tu sais, d'aller écouter les autres interviews. Sûr. Donc, en fait, c'était aussi, ils étaient tireurs d'élite comme ton beau-père, ces personnes-là. Oui, c'est ça. Et en fait, tu n'avais pas le droit, ni toi, ni ta maman et ta petite sœur, de les voir. C'est bien ça. Oui, oui.
Vous devez leur parler à Voilà. chaque fois à travers une porte. Je t'en prie pour que les gens comprennent qui c'est l'Américain et le balafré, si tu peux un petit peu expliquer. Bah alors du coup, en tout cas, ce qu'il nous a dit au début, c'était deux personnes qu'il a réussi à convaincre de nous aider. Et en fait, ils n'existaient pas finalement, ces personnes-là. Et ça, tu vas t'en rendre à quel moment qu'ils n'existaient pas du coup? Bah, je vais m'en rendre compte à la fin, en fait, quand je vais tout apprendre, je vais tout découvrir. Parce que finalement, pour nous, ils existent parce que déjà, on leur parle. Donc oui, c'est à travers une porte ou avec un foulard sur les yeux, mais je veux dire, c'est pas du tout la même voix. C'est pas du tout la même ambiance en fait. L'américain, on l'a surnommé comme ça parce qu'il avait un accent américain. Le balafré parce que lui, il avait le côté du visage paralysé. Donc c'est vrai que euh, c'est pas du tout les mêmes voix. Donc encore une fois, quand on est petite, que notre maman y croit, on y croit en fait. C'est comme ça. Ah oui, automatiquement, de toute façon, en plus, tu es là et puis avec tout ce que tu nous racontes, il vous a vraiment enfermé et puis il a créé un schéma de peur. Tu pouvais pas Ouais, faire autrement que de ne pas y croire. exactement. C'était impossible. Je voulais te demander parce que j'ai vu donc moi, j'ai été regarder tes interviews et j'ai vu des commentaires pas très sympathiques à ton égard qui remettent un peu ta parole en doute. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est ta perspective justement du regard des autres, ton incompréhension, ta compréhension et ta réaction. Comment tu arrives à gérer ça? Parce que les gens se permettent de juger. C'est OK, ton histoire est digne d'un film, mais il y a tellement de choses comme ton histoire finalement qui existe. Comment tu gères ces réactions où personne te croit? Alors déjà, il y a plusieurs choses. L'une, comme je n'ai jamais été, comment dire, considérée aussi en tant que petite fille, en tant qu'adolescente, etc., où j'ai jamais eu forcément le droit d'exprimer mes besoins, mes ressentis. C'est vrai que bah, le regard des autres, finalement, ça ne m'atteint pas puisque je suis habituée à ne pas être crue, à ne pas être considérée. Donc, ça ne me touche pas en tout cas. Je lis, mais je ne suis pas touchée et je pars du principe que j'ai pas à me justifier sur quelque chose que j'ai vécu et que vu que mon affaire n'a pas été médiatisée comme beaucoup d'affaires qui sont encore plus farfelues que la mienne, mais qui eux sont crues tout de suite parce qu'elles sont médiatisées. On voit l'arrestation du bourreau, etc. Donc là, tout le monde y croit parce que ils ont un visuel. Moi, il n'y a pas de visuel, il y a juste ma parole. Alors certes, il y a le livre, les photos, les médias, mais c'est ma parole finalement. Donc, je peux pas en vouloir aux personnes qui n'y croient pas parce que ça paraît tellement irréel. Même moi, l'ayant vécu, parfois je me pose et je me dis, mais c'est pas possible, c'est trop en fait. Donc, je peux pas en vouloir aux personnes pour qui c'est trop. Après, non, ça ne me touche pas. Super intelligent ce que tu viens de dire parce que, et ça doit, enfin personnellement, moi qui suis quelqu'un d'hypersensible, et c'est vrai que tu peux aider beaucoup de personnes en disant ça, arrêtez de finalement de vous laisser atteindre par le regard des gens et par ce que les gens pensent, parce qu'en fait je suis la seule à avoir vécu ça. Donc toi, c'est ce drame-là qui t'est arrivé, quelqu'un d'autre ça pourrait être autre chose. Tu sais, à des steps différents. Donc finalement, je trouve dans ta parole, c'est très encourageant parce qu'en fait tu dis aux gens, vous vous en foutez, si vous n'êtes pas cru, tant pis. De toute façon, tu sais ce que tu as vécu, toi. Bah, exactement. On n'a pas besoin de se justifier. Moi, j'ai parlé pour moi. Après, c'est pas pour les mauvaises personnes. C'est ça. Et Il y en puis, aura toujours quoi qu'on fasse. Donc, exactement. Et puis, je trouve aussi ce qui est intéressant, enfin intéressant, si c'est intéressant dans le fait que toi, aujourd'hui, tu oses prendre la parole, c'est que tu peux aussi permettre à des personnes qui vivent des choses qui sont pas médiatisées d'oser en parler, d'oser sortir. Ben justement, tu parlais des émotions tout à l'heure. Que grâce à tes enfants, bah, tu as réussi à passer, on va dire, à l'action pour certaines choses. Donc en fait, ta parole aujourd'hui, je pense qu'elle est énormément importante parce que les gens s'imaginent pas à quel point des histoires sordides ne sont pas toujours médiatisées non plus. bien sûr. Et puis, il y en a aussi, je voudrais signaler ça, c'est que j'ai beaucoup d'entourage où il s'est passé des choses dans leur vécu, etc., qui n'en parlent pas. Et parce qu'elles me disent oui, mais c'est pas très grave, c'est pas. Non, tout est grave en fait. Il faut en parler. Et c'est pas parce que tu juges que ton histoire est moins pire qu'une autre que elle est pas grave en fait. Parce que chacun déjà gère la souffrance différemment. Chacun gère tout différemment. En fait, il faut en parler parce que bah, c'est important en fait. Il n'y a pas de moins grave ou plus grave. C'est tout est important. C'est exactement. Je partage tout à fait ce point de vue-là qui est très important et tu fais vraiment bien de le dire parce que, voilà, encore une fois.
ce que tu as vécu toi, c'est horrible, mais ce que quelqu'un d'autre a vécu, peut-être que c'est beaucoup moins horrible, mais elle va le vivre peut-être fois 10 par rapport à ce que toi, tu as vécu. Il y a le Bien sûr. caractère, enfin, il y a plein de choses à prendre en considération, donc de pas minimiser ce que les personnes vivent, en fait. Ne pas minimiser ce qu'on ressent, Exactement. ouais, ses émotions, tout ça. Voilà. Exactement, c'est vraiment important. J'aimerais qu'on revienne, si tu le permets, sur donc le jour où tu as découvert que tout ça était faux. Parce que quand tu l'as découvert, donc entre le temps que tu l'as découvert et le temps que ton beau-père soit arrêté, il s'est passé des choses et c'est là que ton beau-père a abusé de toi. Donc si tu peux nous revenir à ce fameux jour dans la salle de bain et je crois que ton beau-père était dans le coma. Alors oui, tout à fait. Mon beau-père était dans le coma à ce moment-là. Donc il était allongé dans le lit dans la chambre parentale où, bah, dans le coma, on ne peut pas bouger. Ma sœur et moi étions dans notre chambre parce que l'Américain avait toqué à la porte pour discuter avec ma mère dans la salle de bain de l'état de mon beau-père, etc. Enfin, un débrief habituel, on va dire. Et cette journée-là, c'est vrai que ma mère avait les yeux bandés en fait, et l'Américain est quand même allé dans la salle de bain. Alors qu'en général, quand on a le foulard, il rentre pas avec nous, il reste à l'écart. Donc là, je sais pas pourquoi, mais tant mieux, il est rentré dans la salle de bain. La porte était entrouverte, donc c'est vrai que c'était assez stressant. Mais moi, j'en ai profité. Je sais pas, il y a un truc qui est venu comme ça d'un coup. J'ai dit à ma sœur, écoute, ferme la porte derrière moi. Je reviens, je vais vérifier quelque chose, je me dépêche. Ma sœur, je me souviens, elle m'a dit, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Me laisse pas toute seule. Du coup, j'ai un peu dû bah, m'agacer pour qu'elle me laisse partir. Donc elle m'a laissé partir. Moi, je me mets à quatre pattes parce que bah, j'ai peur, en fait. J'ai 16 ans, mais j'ai quand même peur de la situation et peur aussi de ce que je vais découvrir parce que à ce moment-là, moi, je me pose des questions sur notre vie. Je me dis que comment ça va se finir et surtout, est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout... Parce que moi, j'en ai marre d'être enfermée. J'aimerais sortir, j'aimerais avoir des copines, j'aimerais vivre, en fait. Et du coup, donc, je vais à quatre pattes et je me souviens que quand j'arrive à la hauteur de la porte, je la vois bouger un peu parce que bah il est en train de parler avec ma mère, il bouge, donc ça fait bouger la porte. Et je me dis si jamais, au fond, en fait, je pense que j'avais la réponse, mais il fallait que je le voie visuellement. Et je me suis dit si jamais il ouvre la porte à ce moment-là et que je me retrouve nez à nez avec lui, un homme comme ça pris à son propre jeu, en fait, il va toutes nous tuer parce que il va péter un plomb. Donc c'est vrai que j'avance sans respirer, j'arrive devant la porte. Je prends une inspiration et j'ouvre la porte et en fait la chambre est vide. Et du coup, à ce moment-là, j'aimerais profiter, on va dire, du moment de recevoir toutes les émotions, d'accepter les émotions que je reçois à ce moment-là, sauf que j'ai pas le temps en fait. Je me dis, j'ai quelques secondes, il faut absolument que je traite ça plus tard. Donc je retourne cette fois en courant dans la chambre. Je ferme la porte. Ma sœur, elle me voit choquée et elle me demande ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps moi-même de traiter les informations, du coup, je ne sais pas comment lui dire. Ma sœur, qui a 12 ans quand même à l'époque, bon, elle est en âge de comprendre des choses, mais à ce moment-là, c'est vrai que moi, je la voyais comme un bébé et j'avais pas forcément envie de lui dire ça non plus. Je préférais déjà, moi, traiter la chose et essayer de trouver une façon de le dire. Et c'est vrai qu'en fait, bah là, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Pour moi, j'ai compris que dès le début, c'était une seule et même personne qui avait inventé toute cette histoire, que qu'on est parti vivre ici pour rien, que on a tout quitté pour rien. Et à ce moment-là, c'est que de la colère, quoi. Mais c'est impressionnant ce que tu es en train de révéler. Et en fait, t'as pas réussi ni à le dire à ta petite sœur, ni à le dire à ta maman. En fait, je pense que à ce moment-là, en fait, le corps se tétanise complètement. Mais en fait, ce qui me fait aussi ne pas le dire, c'est que ma mère m'a toujours donné le rôle de maman envers ma sœur. Elle m'a un peu délégué ce rôle-là depuis, bah, depuis la séparation de mon père. Donc c'est vrai que ma sœur, je la considère même encore aujourd'hui, c'est mon premier enfant, ça changera pas. Et c'est vrai que ma mère, je la prends aussi comme pour mon enfant finalement, même encore aujourd'hui. Pour moi, même en rigolant, je dis bah c'est mon ado, mais parce qu'elle a un comportement enfantin aussi. Donc c'est vrai que je prends le statut qu'on m'a donné finalement, celui de maman à ce moment-là. Et donc bah je pense comme une maman, donc bah c'est protéger tout le monde finalement. Ça doit être dur hein,
même encore aujourd'hui quand tu y repenses, mais encore plus à cette époque-là, de porter tout ça sur tes épaules, ça devait pas être facile. Alors avec le recul, je pense que ça ne l'était pas. Après, comme j'étais dedans, j'ai pas forcément pensé à ça. Mais c'est vrai que comme j'ai toujours porté, je me rends pas compte finalement du poids. Voilà. Et oui, comme tu étais sur l'instant présent, finalement, tu n'avais pas Ouais. conscience, je pense, et puis tu étais jeune, parce que 16 ans, ma fille a 17 ans, donc je sais que 16 ans, 17 ans, c'est jeune, et puis on se dit, en fait, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ce qui se passe. Oui, c'est moi qui ai le rôle de maman. Non, c'est après, quand peut-être toi-même tu deviens maman, tu réalises, ah oui, j'avais quand même tout ça sur mes épaules. Ouais. Ouais. Oui, parce que sur le moment, en fait, on pense juste à, bah, je pensais juste à comment je vais annoncer ça, comment je vais gérer ça aussi, parce que moi, je me dis, bon, bah voilà, maintenant, je peux pas exploser la bulle comme ça. Va falloir que je fasse semblant pour maintenir quand même cette sécurité, parce que finalement, on est quand même en sécurité, puisque, en tout cas, jusque-là, on l'était, on va dire. Il faut que je maintienne ce truc-là, quoi. Oui, tu étais en Sauf que, sécurité, finalement sans l'aide, parce que tu étais avec quelqu'un qui vous a détruite, hein, mais tu étais en sécurité parce qu'en fait, son secret était caché et lui, il pensait pas que tu le savais. voilà, c'est ça. Mais il a eu des Et doutes. Alors, il a eu des doutes quand il s'est réveillé du coma, parce qu'en fait, on avait un rituel quand il était dans le coma. Il fallait qu'on y aille chacune notre tour, lui serrer la main, lui parler, raconter un peu notre journée, pour voilà. Puis lui, il nous serrait la main pour nous dire qu'il nous entendait. Enfin bon, c'était très perché. Euh, et du coup, c'est vrai que quand il s'est réveillé, il fallait qu'on continue à aller le voir parce qu'il fallait le bichonner, il fallait le rassurer, fallait voilà. C'était un peu le dieu de la famille, donc il fallait prendre soin de lui. Euh, Très sectaire d'ailleurs, mais et du coup, moi, il a remarqué que je ne venais plus beaucoup et que j'étais assez froide. J'étais pas aussi à fond dans l'histoire, quoi. Oui, Et une tu fois, savais du coup. ouais, là, je savais. Et du coup, une fois, ma sœur était avec lui et apparemment, il lui a demandé pourquoi je venais plus, si j'avais quelque chose qui n'allait pas. Et ma sœur lui aurait répondu, et je ne lui en veux pas, je le répète, parce qu'elle avait 12 ans, donc voilà, parce qu'elle, elle s'en veut aujourd'hui. Elle lui a dit, elle a peur. Elle a peur de venir te voir. Donc le mot peur, en fait, je pense que c'est là qu'il a compris, du coup, que je savais tout. Oui. Donc je pense qu'il a voulu se venger et aussi je pense également qu'il en avait marre lui-même de la situation. Il se perdait dans ses mensonges. Il était plus lui en fait. C'était juste une ombre. Je pense qu'il en pouvait plus. Donc je sais pas s'il a fait ça pour se défaire de cette histoire ou par vengeance ou par je sais pas. Mais en tout cas suite à ça, bah, il a profité que ma mère du coup soit au travail et ma sœur au collège pour m'agresser finalement. C'est vrai que à la police, j'ai dénoncé que deux agressions, celle que je considère les moins graves en tout cas, parce que j'avais déjà trop à raconter. J'étais jeune et j'avais pas le courage de raconter toutes les autres dans le détail. Déjà celle-là, il a fallu que je les répète plusieurs fois en détail à plusieurs personnes différentes. Donc c'est pour ça que j'ai préféré dire les deux moins graves. Il y a eu plusieurs agressions. C'est des V, hein, on est bien d'accord, hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et t'as osé le dire à ta maman quand même. Alors j'ai osé le dire par écrit, pas en face à face, parce que bah, c'est quelque chose déjà que je ne voulais pas dire. En soi, je pense que je l'aurais jamais dit. Là, je l'ai dit uniquement parce que bah, j'ai vu qu'il se rapprochait de ma sœur, donc c'est ça ce que je vais dire, mais je voyais qu'il s'intéressait plus à moi, mais à ma sœur. Donc du coup, ma sœur, c'était pas possible. Je le répète, c'était mon enfant, donc non. C'est pour ça que j'ai décidé de parler, parce que je voulais pas que ma sœur subisse ça aussi. Impensable. Mm. Donc du coup, je l'ai écrit sur une feuille et je l'ai donné à ma mère. Et elle a réagi comment, ta maman? Et ben même encore là, en l'écrivant, j'ai bah, minimisé parce que évidemment, je dis aux autres de pas minimiser, mais je l'ai fait. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire aussi. Je lui ai dit, je pense que qu'il m'a agressé. Voilà. Parce que le mauvais, je ne le prononce que depuis peu.
Je minimise pour éviter de faire de la peine, de faire de mal. Voilà, donc je minimise, j'écris simplement je crois que. Et en fait, elle arrive dans la chambre où elle m'insulte de lui avoir volé son mec, elle me dit de partir, etc. Et moi, comme je sais que je me suis toujours considérée comme le problème de ma mère, parce que bah, c'est vrai que j'ai pas été, on va dire, niveau affect, c'est compliqué. Bah, en fait, moi, je préparais mes affaires pour partir finalement, parce que je me suis dit, bah oui, oui, elle a raison, je vais voler, c'est inadmissible, on peut pas faire ça à sa mère. Donc du coup, bah, je préparais mes affaires et puis 5 minutes après, elle revient en pleurs. Elle me dit non, c'est pas possible. Oh mon Dieu, elle a réalisé, je pense, la chose. Il fallait qu'elle ait un temps aussi parce que ça a été de réaliser que sa fille s'est faite violer. Réaliser que tout ce qui se passe depuis 6 ans est faux, en fait, c'est une claque quand même. Donc là, elle a réalisé et puis du coup, c'est là que qu'elle m'a dit, écoute, on va préparer notre fuite, parce qu'on peut plus rester là, quoi. Moi, je reste sans voix parce que d'un côté, tu t'es fait un petit peu ben, engueuler par ta mère. Enfin, ta mère a osé quand même te dire que tu lui avais volé, alors que Oui, c'est oui. plutôt lui qui t'a pris quelque chose. Et en fait, il y a eu aussi ce revirement de situation où ta maman finalement s'est dit non, attends, ma fille, elle peut pas. Enfin, elle a compris quelque chose. Donc, j'ai envie de dire que elle a eu une belle prise de conscience et tu t'es dit enfin, je suis écoutée. Enfin, quelqu'un m'écoute, enfin, ma mère m'écoute. Et du coup, de là, vous avez préparé votre fuite. Et comment vous avez organisé ça? Parce que ça devait pas être facile avec quelqu'un comme ton beau-père qui est tout le temps en hypervigilance, qui se méfie de tout et de n'importe quoi. Alors du coup, à ce moment-là, quand j'ai parlé de ça à ma mère et qu'elle a mal réagi au début, donc je ne peux pas juger sa réaction parce que en tant que maman, on veut tellement pas y croire que on se met sur la défense et après elle est revenue tout de suite derrière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'avais besoin qu'elle reprenne son rôle de maman. J'avais besoin que moi on me materne et que on s'occupe finalement de moi et que ce soit plus à moi de m'occuper d'elle finalement. Et donc j'avais vraiment ce sentiment-là qu'elle reprenne un peu sa place et les choses qu'elle a fait d'ailleurs parce qu'elle a préparé le départ correctement. Je veux dire, elle me mettait dans les confidences, etc. pour cacher certains sacs sous les meubles, enfin, voilà. Et ce qui nous a servi aussi, c'est que pendant ces 6 années, on n'a jamais rien tenté. On n'a jamais tenté de fuir, jamais tenté de parler. Donc, lui, mon beau-père, il avait confiance en nous. Donc, il n'était pas dans l'hypervigilance non plus. Et du coup, c'est ça qui a permis aussi, je pense, qu'on puisse partir tranquille. Parce que lui, il dormait la journée, il vivait plus la nuit. Euh, et du coup, bah, on est parti un matin tôt, sauf que moi, j'avais peur dans le sens où bah, je n'étais jamais sortie. Donc là, le fait que je sorte, pour moi, ça allait lui faire un signal. Et finalement, non. Donc, ça a été tout bénef, finalement. Et donc, pour conclure cette histoire, même si on pourrait encore parler pendant des heures, bien entendu, le but, c'est pas de te couper dans ton élan. Vous êtes du coup parti récupérer ta petite sœur à l'école et après, vous êtes allé direction le commissariat. Alors, on a déposé ma sœur à l'école Ah, vous et l'avez déposée, d'accord. ouais, parce qu'on voulait bah, évidemment la protéger de tout ça. Donc, on l'a laissée avec ses copines. Nous, on est allé à la gendarmerie, on a déposé plainte. Ça a été une journée interminable parce qu'il y a eu bah, évidemment les soins médicaux à faire, enfin toutes ces choses-là. Euh, et elle, en fait, ma mère et ma sœur ont dû rentrer en fin de journée et moi, j'ai été gardée par la police. Et j'avais peur à ce moment-là qu'ils trouvent ça bizarre que je ne sois pas rentrée. Il était tard. Ma mère a pu dire que je gardais un petit voisin. Donc, il s'est pas méfié finalement et heureusement. Ma mère, elle avait un téléphone aussi d'urgence pour prévenir que bah, c'est bon, c'est le moment, ils peuvent intervenir pour l'intercepter. Et donc, ça s'est fini, ils l'ont intercepté. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de voitures, de police, de fourgons, etc. Ma mère a pris soin de l'enfermer à clé, de sortir. Elle avait déposé ma sœur chez un voisin qui était dans sa classe. Donc, du coup, voilà. Et moi, la policière qui était avec moi m'avait demandé de rester dans la voiture pour pas que je croise son regard. Sauf que moi, je voulais pas. Je voulais absolument voir la scène. Je voulais voir de mes yeux, en fait.
Et du coup, bah, il était menotté, mis dans le fourgon et il nous a regardé avec un regard démoniaque. Voilà. Et tu t'es Et sentie libérée à ce moment-là? alors là, je me souviens pas du tout de la soirée, du lendemain. Le temps, il est un peu particulier. Je me souviens pas du tout. Je sais juste que c'était c'était bizarre parce que finalement, c'était notre monde en fait. Donc là, il y a tout qui s'écroule. Il y a plus rien. Moi, je m'attendais, même avec ma mère, ma sœur, on s'attendait à ce que l'Américain et le balafré reviennent nous parler, euh, nous donner les directions à prendre, alors qu'en fait, on savait très bien qu'ils n'existaient pas, mais on attendait toujours ce moment-là. Donc, les débuts ont été compliqués, même le fait de ressortir, c'est compliqué parce que dehors, c'est dangereux, donc on se sent en sécurité que à l'intérieur, donc c'est compliqué au début. Ah oui, c'est clair, ça devait être très compliqué. Et comment après, en tant que... Parce que tu avais donc 16 ans à ce moment-là, quand tout s'est terminé, donc c'est ça, tu avais 16 ans. Oui. Et comment? Parce que bah, du coup, tu étais à 2 ans de la majorité, même si le chiffre 18 ans ne signifie rien pour une jeune femme de 16 ans déjà. Comment tu as réussi finalement à rentrer dans le monde vraiment adulte? Je sais à quel point tu avais déjà sur tes épaules une responsabilité d'adulte, mais tu sais, à faire ta propre vie, toi. Ça a été l'inverse du coup parce que j'ai rencontré le papa de mes enfants qui m'a sorti un peu d'un univers assez malsain, on va dire. Je l'ai pris comme un adulte référent qui me sort de ma galère. Et c'est vrai que là, c'est l'inverse. J'ai été très, je veux pas dire immature, mais très enfant finalement. C'est lui qui m'a appris à faire les machines, qui m'a appris à prendre le bus toute seule, enfin voilà, qui m'a appris vraiment le monde d'adulte parce que j'étais très très petite fille finalement. Euh, pas pas euh, Pas mentalement, mais en tout cas tout ce qui concerne l'administratif, enfin toutes les choses d'adulte, moi je n'avais pas ça. Et encore aujourd'hui, à certains moments, il y a des choses que je ne sais pas faire, que je ne comprends pas, et des fois c'est compliqué. Même avec mes enfants, j'ai une relation un peu plus grande sœur que maman, quoi. C'est Oui, finalement, en fait, moi, je comprends tout à fait ce que tu veux expliquer et ce que tu vis surtout, c'est que t'as pas eu, en fait, t'as eu un rôle trop tôt à responsabilité et du coup, aujourd'hui, le fait que tu aies rencontré quelqu'un qui soit bien, et ben, en fait, tu dis, Pff, je relâche un peu la pression et c'est un peu ce côté femme-enfant qui, bien entendu, mentalement n'est pas le cas, mais peut-être dans les actes de la vie de tous les jours. Donc honnêtement, en tout cas, moi, je pense que tu peux réellement être fier de toi dans ta reconstruction, dans comment tu as... Après, je, je ne suis plus avec le papa de mes enfants parce que voilà, c'est pareil. Je pense qu'il a profité aussi de certains de mes Ah, traumatismes vers la fin, etc. Donc, on s'est séparés. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un d'autre parce qu'on s'est séparés il y a 4 ans quand même. Voilà, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de bien. Donc, j'apprends tous les jours finalement en tant que qu'adulte seule, en tant que maman, en tant que. Puis je pense que même une personne qui n'a rien vécu de traumatisant apprend tous les jours dans tous les exactement, cas. exactement, exactement. Est-ce que du coup, tu pourrais nous montrer, s'il te plaît, le livre que tu as écrit? Oui. Alors, je sais pas si ça va être à l'endroit à l'écran, C'est mais bon, parfait. c'est bon? Ok. Donc, le Donc voilà. beau-père parfaitement psychopathe. Où c'est qu'on Ouais. peut l'acheter, ce livre, Erika? On peut l'acheter sur Amazon. Voilà. Ok, tu es auto-publié, Oui, auto-édité. ouais, c'est ça. Donc après, si des personnes ont besoin que je leur donne le lien, faut pas hésiter à venir m'écrire sur Insta. Je donne le lien des infos. Enfin, même discuter. Si quelqu'un a besoin d'une oreille, j'en ai deux, donc voilà. C'est très gentil. De toute façon, tous les liens seront en description de cet épisode de Ok. podcast. Tout sera noté. Donc, comme Erika vous l'a dit, le livre est disponible sur Amazon. Vous pouvez aller la contacter sur Instagram. Elle sera ravie de vous écouter, peut-être même de vous re-raconter son histoire ou alors tout simplement de prendre le temps de vous écouter si vous aussi vous traversez une période qui est pas facile ou que vous avez traversé une période qui est pas facile. Et Erika, tu es sincèrement une belle personne et je te remercie infiniment d'être passée sur le fauteuil rose. On te souhaite tout le bonheur du monde et sincèrement un grand bravo à toi. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir écouté. Merci beaucoup. À bientôt, Erika. À bientôt, merci.